Au sommaire de Méditerranée cette semaine, Malte, concurrencée par les grands thoniers industriels, les pêcheurs traditionnels raccrochent leurs filets et s'orientent vers le tourisme. Rome, exposition d'anthologie pour le Caravage, moins une œuvre maîtresse, une nativité volée en Sicile en 1969, dont on a totalement perdu la trace. Jerez de la Frontera, 14e festival de flamenco. Portrait d'un maître incontesté de la danse flamenca, Javier Latorre. Le thon rouge sous haute surveillance. La fermeture de la campagne 2010 a été anticipée d'une semaine, le 9 juin, au lieu du 15 initialement prévu. Une décision irréversible de Bruxelles, estimant à tort que les quotas risquaient d'être dépassés. Les stocks de thon rouge sont effectivement en forte diminution, aussi bien dans l'Atlantique qu'en Méditerranée. La campagne 2010 avait d'ailleurs été émaillée d'incidents entre pêcheurs professionnels et militants écologistes. C'est la pêche artisanale qui a hérité des quotas non pêchés par les professionnels. Un lourd bateau de bois aux couleurs vives, le bien le plus précieux des pêcheurs de l'île. C'est aussi l'une des victimes collatérales de l'entrée du pays dans l'Union européenne. Le Loudzu est aujourd'hui promis au musée ou à la démolition. Marzatschlok, le port le plus à l'est de Malte, celui par lequel le sirocco arrive. Un petit port connu par tous les pêcheurs de Méditerranée pour ses eaux poissonneuses, pour ses petites maisons qui rappellent la Tunisie toute proche, pour ses bateaux traditionnels, tous peints de la même manière. La solide structure adaptée aux côtes rocheuses et découpées s'orne de liserés jaunes et rouges sur un fond bleu. Les couleurs qui portent chance aux pêcheurs de Marzatschlok sont inchangées depuis des générations. Je pense que ce bateau a 40-45 ans. Nous en prenons grand soin. Tous les Maltais prennent soin de leur bateau. Ce n'est pas comme les Italiens ou les Anglais. Eux, leurs bateaux sont faits pour 10 ans. Et après, ils partent à la casse. Nous, nos bateaux sont faits pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais ce sont des yeux qui les ont rendus célèbres. Ce serait ceux d'Osiris qui guide le pêcheur vers les bancs de poissons. C'est une tradition qui remonte aux... pas les Carthaginiens, non, les Phéniciens. C'est une tradition qui nous vient des Phéniciens. Elle a environ 4000 ans. Oui, c'est leur tradition. Et depuis 4000 ans sans doute, chaque matin vers 9h c'est le même rituel. Les filets ne sont jamais vides à Marzatschlok. Ce bateau a 80 ans. Et dans le monde entier, des bateaux comme celui-là, les touristes n'en verront pas. Il a de belles formes, de beaux yeux, de belles couleurs. C'est le bateau de mon arrière-grand-père. Vous savez, il a bien vécu. Depuis quelques années sur le port, la pêche cède de plus en plus de place au tourisme. Des Loudzu en plastique côtoient leurs grands frères de bois. C'est le souvenir préféré des visiteurs de Marzatschlok. Fabriqués en Chine, des dizaines de milliers sont vendus chaque été. Par contre, à l'autre bout du quai, nombreux sont les bateaux de bois qui attendent un nouveau patron pêcheur. Malgré un entretien méticuleux, ils ne trouvent pas preneur. On aimerait bien le vendre, mais nous ne trouvons personne pour l'acheter.
Parce que c'est du bois. C'est trop petit pour l'époque actuelle, trop petit. Le gouvernement donne de l'argent aux pêcheurs pour les casser. Oui, pour les détruire. Oui, comme celui-là. Voilà qui peut paraître étrange dans un pays comme Malte, où le poisson est présent à tous les repas, dans tous les restaurants. Sur le marché du petit village, 3 fois par semaine, une quinzaine d'étals débordent de poissons frais. De quoi occuper en apparence des dizaines de pêcheurs, sauf qu'à bien y regarder, les espèces ne semblent pas toutes autochtones. Non, il n'y a pas que notre poisson. Il y a des poissons venus d'autres pays, du poisson congelé, le tout. Notre poisson ne rapporte plus rien depuis qu'il y a les fermes aquacoles qui élèvent des maquereaux. Il y a 10 ans, un kilo de maquereau valait environ 10 €. Aujourd'hui, il vaut 50 centimes d'euros. Alors forcément, le village vieillit. Très peu de fils de pêcheurs ont repris l'activité traditionnelle de leur père. Beaucoup ont quitté Marzahtelok, quelques-uns travaillent sur le port industriel. Leur Lutzu ne leur sert plus qu'à promener des touristes. D'autres enfin embarquent sur des bateaux modernes, plus grands, mieux équipés. Ils viennent de France, d'Italie ou d'Espagne, attirés par le temps. Moi qui possède un bateau de 30 mètres, je n'y vais plus. La pêche au thon pose trop de problèmes. Toute l'Europe vient pêcher ici, avec les pièges, avec les grands filets. Les pêcheurs maltais, lui, on pêche le thon avec des lignes, avec des petits filets, pas avec ces immenses filets. En 1995, la première année où on a vu des bateaux étrangers, on en pêchait chaque année autour de 360 tonnes à Malte. On voyait des thons sauter partout. On voyait des bancs de jeunes. Aujourd'hui, on ne voit plus rien. Ils ont pris 70 ou 80% de toute cette génération de thons. Il ne reste plus que 20%. En 10 ans, ils ont tout pêché. En seulement 10 ans. Difficile dans ces conditions d'envisager sereinement un avenir pour la pêche traditionnelle maltaise. Les plus jeunes se contentent de balades sur le quai. Aller plus loin ne fait plus partie de leur projet professionnel. Il est au collège. Et quel conseil donnez-vous à votre fils ? On n'essaie même pas de travailler sur l'eau. Aujourd'hui, c'est pas un bon métier. C'est même très dur. Depuis que nous sommes entrés dans l'Union européenne, c'est très très dur. Après 4000 années de pêche fructueuse, les Lutzu vont bientôt raccrocher leurs filets. George, John, Michael ne seront pas remplacés. Osiris n'aura bientôt plus personne à guider vers les bancs de poissons. Dans ses yeux, on pourrait presque voir une larme couler. La France et l'Italie, premières au palmarès peu enviable du vol d'œuvres d'art. Difficile toutefois d'estimer de façon précise l'étendue du trafic, le 3e en volume selon Interpol, après la drogue et les armes. Difficile aussi de retrouver les œuvres volées, elles réapparaissent rarement sur le marché. Le tableau peut-être le plus célèbre au monde, la Joconde, avait eu de la chance. Volée en août 1911 au Louvre par un ouvrier italien qui avait travaillé au musée, Mona Lisa est retrouvée 2 ans plus tard à Florence et réintègre le Louvre.
Volée à Palerme dans les années 60, une nativité du Caravage n'a toujours pas été retrouvée. Le vol de la nativité du Caravage à l'intérieur de l'oratoire de San Lorenzo à Palerme en 1969. Une affaire criminelle qui pourrait être la synthèse des différentes facettes de la vie et de l'art de Michelangelo Merisi. Nous sommes à Rome, printemps 2010. Ils sont nombreux à se presser devant les écuries du Quirinal pour visiter l'exposition consacrée au Caravage, une sélection des œuvres les plus importantes de l'artiste lombard. Mais il manque pourtant un tableau et pour comprendre pourquoi, il faut remonter 40 ans en arrière. I ladri hanno forzato le chiusure in ferro di una porta-finestra prospiciente sulla strada, che è nel cuore della città vecchia, e sono facilmente penetrati nell'oratorio, che è famoso sia per il dipinto, uno dei 4 esistenti in Sicilia, sia per la ricchissima decorazione di stucchi settecenteschi di Giacomo Serpotta. Una tela di grandi dimensioni, dottor Scuderi. Sì, certo era una tela di grandi dimensioni, misurava 2,70 per 2 metri. Dipinta nell'ultimo periodo della sua attività, verso il 609, dopo le opere di Messina, in un passaggio rapido del Caravaggio a Palermo prima di tornare a Napoli. Ce que la plupart des experts considèrent comme l'un des vols d'œuvres d'art parmi les plus sensationnels commis en Europe se produisit à Palerme une nuit d'octobre 1969. Pour voler la nativité du Caravage avec les Saints Laurent et François que Michelangelo Merisi avait exécuté pour le compte de la compagnie de Saint-François d'Assise, il a suffi de forcer une vieille fenêtre qui donnait accès à l'intérieur de l'oratoire San Lorenzo qui à l'époque n'était pas protégé. Le journaliste qui a interviewé le surintendant se souvient. Il n'y avait personne. Moi, je suis arrivé ici, accompagné par la gardienne qui disait qu'elle n'avait rien entendu. Un peu de bruit pendant la nuit, mais elle n'y avait pas prêté attention. Et l'hôtel était vide. Oui, l'hôtel était vide. Cela fait donc 40 ans que ce tableau, la Nativité de Palerme, aujourd'hui remplacé par une reproduction photo, est au centre de ce qui ressemble à un feuilleton aux nombreux rebondissements alimentés par les récits de repentis de la mafia. Autant dire que les hypothèses les plus romanesques continuent de circuler. En fait, la seule trace du passage des cambrioleurs est cette égratignure sur le bras en stuc d'un des anges de l'hôtel. Entre le vol et son épilogue présumé, l'histoire de cette œuvre a été au centre d'une multitude de rumeurs. La plus répandue affirme que la mafia est à l'origine de cette disparition. On parle aussi de rançon réclamée, d'une offre manquée sur le marché suisse des collectionneurs. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont rien trouvé de probant. Dans la sacristie de l'oratoire, on peut encore voir le châssis du tableau avec quelques lambeaux de la toile déchirée. On dit que ça a été fait avec un cutter, un crampon, des ciseaux, on ne sait pas. Quelques jours avant le cambriolage, la RAI avait consacré un reportage au chef-d'œuvre aujourd'hui disparu. Les rares spécialistes à l'époque s'étaient opposés à cette diffusion en raison de la valeur de cette œuvre et de son emplacement. Curieusement, il n'existe plus aucune trace du reportage, ni du dossier des premières investigations scientifiques menées par la police sur les lieux du vol. Un vol qui a eu des conséquences insoupçonnées. Devant un tel retentissement, les Palermitains ont appris alors l'existence du tableau de Caravage dans leur ville. En fait, en 1969, le centre historique de Palerme était complètement abandonné. C'était une espèce de Beyrouth, plus de 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, rien n'avait été reconstruit. Le vol du Caravage a été le plus retentissant, mais il y avait eu des vols innombrables dans le centre historique. Les enquêteurs continuent leurs investigations pour tenter de retrouver le fameux tableau. L'oratoire San Lorenzo, considéré comme un fleuron du baroque palermitain, reste toujours au centre des interrogations et même d'un certain mystère qui plane toujours sur cette disparition.
Vincenzo Scuderi, le surintendant des galeries, chargé de l'affaire à l'époque, avait exprimé ses doutes et des attentes après le vol. Non si hanno elementi per pensare se si tratta di uno dei cosiddetti furti su commissione, di supposte organizzazioni internazionali, oppure un furto che muova da interessi locali, da piccoli interessi locali. Aspettiamo lo sviluppo delle indagini per... Rendu célèbre par sa disparition, il reste de la Nativité une photographie prise par Enzo Brai qui dévoile tous les détails du chef-d'œuvre dont la valeur est estimée à 30 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, et au-delà des rumeurs qui continuent de courir sur ce rôle mystérieux, le tableau est le grand absent de l'exposition du Quirinal de Rome et plus généralement de toutes les grandes expositions consacrées au Caravage. C'est quelqu'un dont la vie transpire à travers l'œuvre. Il y a donc ces mélanges entre l'art et la malédiction, parce que sa vie a vraiment été maudite. Génie et désordre, pour employer une expression un peu galvaudée. L'histoire de la Nativité disparue est une histoire sicilienne qui pourrait représenter de façon exemplaire toutes les adversités et les mystères qui accompagnent encore aujourd'hui la vie de Michelangelo Merisi. Depuis la mort de Franco, l'Espagne a redécouvert la movida, la fête et l'esprit de la fête. Le flamenco, une des musiques dansées les plus populaires, a depuis lui aussi relevé la tête, passé les frontières et fait école. On trouve un peu partout en Europe et en Amérique des cours de flamenco. Au festival de Jerez, qui s'est tenu dans la cité andalouse en mars 2010, certains ont eu la chance d'avoir comme professeur un des maîtres du genre, Javier Latorre. Le Festival mondial de flamenco de Jerez a une singularité. Il offre la possibilité à des passionnés venus du monde entier d'être au plus près des plus grands maestros. Avoir la chance de prendre des cours avec ces femmes et ces hommes est un privilège. Javier Latorre est un des plus grands chorégraphes flamenco actuels, une figure qui a accepté de nous faire partager son univers si particulier. Javier Latorre a commencé à danser à l'âge de 14 ans. À 16 ans tout juste, il entrait déjà à la compagnie lyrique nationale. Qu'il s'agisse de la danse ou de la chorégraphie, ces maestros ont été parmi les plus grands de la danse classique espagnole et flamenca, Pilar López, Ángel Perisset notamment. Premier danseur au Ballet national d'Espagne sous la direction d'Antonio Gades, Javier Latorre se passionne très tôt pour la chorégraphie. En 2005, il fonde sa propre compagnie. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des chorégraphes les plus talentueux. Son originalité sublimait la tradition avec la plus grande ouverture contemporaine. Au festival de Jerez, on se bat pour suivre ses cours. Pourtant, on le sait, ils ne sont pas de tout repos. Javier ne tolère aucun relâchement, lui qui est infatigable. Esto es más raro todavía. Manos a la cintura, o a la falda, o donde quieran. No quiero ni una mano aquí, ni una, por favor. No quiero... Javier, parle-moi de la caractéristique de tes cours. La caractéristique la sérieuse. Oui, non, le travail, l'information et après de tout ça, quand le travail s'est bien fait, centré un peu à les sentiments, non? Comme toujours. Le flamenco a besoin de sentiments, mais sans technique, l'unique sentiment que tu peux exprimer, c'est peur. Alors Vamos a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 3, ichi, san. Si todo el mundo sabe contar hasta 3, pues cuenten hasta 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pam, 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 pam. Javier Latorre a un objectif précis dans son enseignement. Il veut que ses élèves s'imprègnent de l'espace pour mieux se l'approprier sur scène.
Tout ça, c'est une discipline. Son challenge cette année était que les stagiaires soient en mesure de danser sur une de ses chorégraphies à l'issue du stage, d'où cette exigence. Et 1, 2, 3, 4, 5, 1. Mais la vie du chorégraphe ne s'arrête pas à ses cours. Ce soir, Javier Latorre va affronter le public de Jerez. Son opéra flamenca est présenté dans le cadre du programme officiel du festival. Conférence de presse bien sûr et répétition de ce Phèdre de Miguel Narros dont il a assuré la chorégraphie. Dans le rôle de Phèdre, Lola Greco, premier prix national de danse, et Amador Joras, danseur favori d'Antonio Canales. Cette pièce, concrètement, on a fait en 22 jours. Et bien que son Phèdre ait eu déjà un grand succès à Madrid, Javier ne lâche rien. Répétition encore et toujours, 2 heures avant la première à Jerez. Et comme toutes les tragédies grecques, c'est intemporel. Alors les désirs, l'amour, la revanche, tout ça, c'est pour tout le monde et pour tout le temps. Alors, c'est une pièce que ici on comprend bien, c'est bien raconté, je pense, et tout l'auteur, c'est très bon. Phèdre d'Euripide donc, histoire d'un amour équivoque, tragédie d'une femme amoureuse de son beau-fils. Lola Greco en Phèdre et Amador Joras en Hippolyte transcendent par leur danse la mythologie classique. La chorégraphie contemporaine de Latorre donne à cet opéra flamenco une grande puissance. Coulisses. Comme toujours, Javier va embrasser ses danseurs. Dans tout juste 2 heures, Lola Greco perdra son Hippolyte, non pas à cause de la malédiction de son mari, mais d'un accident de moto. Amador Joras, très belle Hippolyte, répète lui aussi jusqu'à la dernière heure. Il y a une phrase de Picasso que c'est la définition parfaite pour moi. L'inspiration, s'il vient, je suis travaillé. Mais normalement, je travaille beaucoup à la maison jusqu'aux 3-4 heures du matin. Et je danse nu, j'écoute de la musique. Et quand j'arrive à le studio, je dois porter tout très clair pour les danseurs et pour tout le monde, pour les musiciens. Parce que quand il y a 2-3 minutes sans idée, d'avant, de l'agent, de ta gens, et ça va pas. Je suis jamais complètement content de mon travail. Oui, c'est pathologique un peu. Quand j'ai fini une pièce, à les minutes suivantes, et je pense que je peux faire d'une autre façon. J'ai une phrase que je crois que c'est parfait pour la définition. Et les gens qui m'aiment beaucoup. Et les gens qui n'aiment pas, on respecte beaucoup. Et ça, c'est pour moi l'idéal, non? Je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais les gens qui n'aiment pas mon travail, il y a beaucoup de respect vers moi. Grand respect, bien sûr, ce soir-là au beau théâtre Villa Marta de Jerez, mais surtout un grand succès pour Javier Latorre avec son opéra flamenco et un Amador en Hippolyte inoubliable.